Pendant qu'en Belgique, ça s'amuse à faire des concours de coupes mulets, ceux qui ont vraiment la force font des concours de mules, tout simplement, puisqu'on a retrouvé près de 200 comprimés de fentanyl, une drogue 100 fois plus puissante que la morphine, à l'intérieur d'un bébé Yoda qui s'apprêtait à être revendu probablement le prix de plusieurs statues Sideshow. C'est un très très gros sac quand même, donc il a fallu que Grogu applique à la lettre le conseil de son aîné, fais-le ou ne le fais pas, et apparemment il l'a fait. Bon, et méfiez-vous quand même, ça a beau avoir le nom de Pokémon, ça reste des drogues qui sont très très hautement mortelles. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 314e JT Comics. Ça va beaucoup trop loin, la promo pour le futur du Marvel Cinematic Universe. J'ai vu un petit peu les tenues au gala du Met de 2021 qui s'est tenu ce week-end. J'ai vu que tous les mutants de Krakoa étaient de sortie, sapés comme jamais, parfois de manière encore plus extravagante que ce qu'ils avaient osé faire sur le Hellfire Gala. Et puis pour représenter les 4 fantastiques, il y avait Jane Storm, en toute transparence, encore plus que la déclaration de patrimoine que n'importe quel ministre. Mais ça c'est logique, aussi logique qu'il est temps pour nous de passer aux news de la semaine. Rejetons. Je crois que la Warner et Matt Reeves ont confondu les modes de financement du cinéma et ceux de la CAF, puisque même pas le film Batman n'est encore sorti, qu'ils ont déjà prévu de lui faire 2 petites sœurs, 2 séries spin-off. La première, on le sait, c'est sur l'univers de la police de Gotham City, qui doit parfois se sentir aussi utile que le bouton promis, j'ai 18 ans à l'entrée de YouPorn, même si ça sera basé, et je vous conseille de le lire, sur l'excellent comics Gotham Central par Brubaker, Michael Lark et tout le reste. Et puis apparemment il y aurait, c'est une rumeur, mais un projet de série sur l'ascension du pingouin. Donc on verrait comment le personnage incarné par Colin Farrell se serait hissé au sommet de l'iceberg du monde criminel de Gotham City. C'est assez fou de voir le nombre de projets consacrés à ce prochain Batman dont on entend très peu parler, mais qui risque d'être une vraie pierre angulaire de l'univers cinématographique d'ici, dont on aura plus de news pour la DC Fandom le mois prochain. Et puis si la série tombe à l'eau, on pourra toujours se consoler avec ce qui reste pour l'instant la meilleure série consacrée à un pingouin. Dans le 1000, ça y est, Marvel a décoché la toute première bande-annonce de la série Hawkeye, qui va sortir sur Disney+ aux alentours de Noël et qui aura pour thématique Noël, puisque on y verra Clint Barton faire une promesse, ce qu'il sait très bien qu'il ne devrait plus faire dans cet univers-là, mais il promet à sa famille d'être là à temps pour Noël, et évidemment il va y avoir des complications quand son passé va le rattraper, qu'il va devoir faire équipe avec Kate Bishop, donc une jeune femme archère qui est fan de super-héros, particulièrement de Hawkeye, œil de faucon. Ça tombe bien. Moi ça me plaît tout simplement parce que ça a l'air très inspiré du comics qui a redéfini le personnage, que je vous conseille vraiment, c'est un run qui est bon et surprenant, le Hawkeye en 2012 par Matt Fraction et David Aja. Je suis pas en train de vous faire l'influenceur faux livre, il est juste là derrière. On y retrouve des similitudes visuelles et thématiques, vous avez cette poursuite en voiture qui est au cœur du numéro 3 par exemple de ce run. Vous avez de nombreuses chutes retournées avec un tir à l'arc, c'est pas homologué pour les JO cette épreuve, et puis une intrigue beaucoup plus terre à terre que quand il est avec les Vengeurs Hawkeye et qu'il doit déjouer des pièges cosmiques. Non, là ça reste l'archer qui arrive avec son petit arc, ses petites flèches explosives et qui fait le taf. On y retrouve le gang d'Ivan Bagnonis qui est propriétaire dans le comics de l'immeuble où habite Clint Barton et qui va essayer de virer un petit peu tous les locataires pour pouvoir se faire un petit peu plus de blé. Clint Barton va littéralement se battre, notamment dans une espèce de siège qui mériterait de rentrer dans les livres d'histoire. En plus, il y a ce petit côté humoristique dans la façon dont ils se parlent. Ils s'appellent tous frères, à tel point qu'on dirait que c'est Cyril Hanouna qui leur a écrit tout leur dialogue. Et là, sur le camion que fait sauter Kate Bishop, il y a écrit Trust Bro. On y retrouve également le tueur à gages qui s'appelle Clown, avec une coupe à la Eminem de la grande époque. Et puis on y retrouve aussi non pas le papa de Kate Bishop, qui dans le comics est impliqué dans des activités financières illégales, c'est un homme d'affaires, mais là il semble que ça sera plutôt la maman. Alors est-ce qu'il y aura un lien avec Madame Masque? Est-ce qu'ils vont agglomérer plusieurs personnages? Je ne sais pas. On y voit aussi Maya Lopez, Echo, donc une héroïne qui est sourde, donc on retrouvait dans l'univers de Daredevil, qui a bossé pour le caïd, et d'ailleurs il y en a un qui a dû trouver une espèce de faille dans ses accords de confidentialité, puisque Wilson Fisk en personne, Vincent Donofrio, a posté un poème, comme il le fait souvent sur Twitter, mais ça en fait plusieurs qu'il poste sur
le comeback, le retour, un chien à 3 pattes, comme le chien que Hawkeye récupère d'ailleurs du gang d'Ivan et qu'il va aller chercher à soigner. Et le type est malin, hein, il ne dit rien, mais il like énormément de tweets faisant état d'un possible retour, se réjouissant d'un retour. Il y en a qui ont pris ça pour clairement une révélation, peut-être pas, hein, peut-être qu'il joue juste avec nous. La portière reste ouverte, hein, et après évidemment le trailer est empreint d'humour, hein, mais ça fait 10 ans qu'on bouffe du MCU, donc on le sait, ça serait un petit peu comme connaître par cœur toute la discographie de Jul et trouver qu'il force peut-être un petit peu sur l'autotune pour le prochain album. Je suis chaud évidemment, hein, et puis de toute façon vous savez très bien qu'en cas de déception, je sais quelle pilule rouge m'envoyer. Glouton. Vous avez sûrement vu ça, mais en plus de dévoiler une bande-annonce dans laquelle on entend un homme avec un fort accent de l'Europe de l'Est, probablement Kraven le chasseur, qui se fait démonter par 2 Spider-Man, Miles Morales et Peter Parker, hein, vraiment il se fait secouer comme le zboob d'un ado qui se découvre, hein, et en plus il se plaint de ne pas trouver d'adversaire à la hauteur du défi qu'il cherche, ce qui me fait dire que c'est peut-être Serge Krokinov, hein, cadre supérieur le jour et à la recherche d'une dominatrix très très sévère la nuit, hein, d'ailleurs. Son défi, il l'a peut-être trouvé puisqu'on voit apparaître un visage sombre, hein, qui est Venom, hein, mais alors celui-là ne vous attendez pas à ce qu'il fasse le Marrakech du rire en duo sur scène avec Tom Hardy. Non, hein, dans cette espèce de réappropriation narrative du personnage, hein, ils en font le Venom un petit peu plus de la base, hein, le Venom horrifique, terrifiant, menaçant, enfin ça pourrait même détourner Kraven de ces petites araignées qui vont passer pour des rigolos à côté de ça, hein, et c'est très intéressant de revenir à cette incarnation d'Eddie Brock, qui pourtant, et vous le savez, à lui et son autre, ils ont bien évolué depuis, mais je pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour faire un jeu l'espèce de héros sombre qu'il est devenu. Mais imaginez quand même un petit instant un jeu qui adapterait King in Black ou même Absolute Carnage. Imaginez. D'ailleurs, pour renforcer le côté horreur, c'est l'acteur Tony Todd, hein, le Candyman, qui va se charger de doubler Venom, hein, donc ça sortira en 2023. Donc en attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver et Venom et Carnage dans cette espèce de grand club échangiste des licences qu'est Fortnite. Ça c'était au PlayStation Showcase, mais la vraie surprise c'est quand ils ont annoncé qu'un futur jeu consacré à Wolverine sortirait par le même studio, Insomniac Games, à travers une bande-annonce dans laquelle on voit post-bagarre de bar, en gros ce qui se rapproche le plus du sentiment post-coital pour Wolverine, et d'ailleurs on sent qu'il est tout à fait prêt à remettre ça. Ça pose évidemment plein de questions, la première étant quel sera le degré de violence du jeu, puisqu'on sait que la violence et Wolverine, ce sont deux choses qui sont complètement indispensables, hein. Après, j'ai lu un article qui disait que le jeu n'avait pas été conçu en ayant des enfants à l'esprit, ce qui prouve juste que Daniel Cohn-Bendit ne fait pas partie de l'équipe des développeurs, et ce qui me rassure beaucoup, c'est que dans ces quelques secondes de trailer, on retrouve pas mal de références aux comics, aux matériaux sources, à commencer par une plaque d'immatriculation sur laquelle on peut deviner le Hulk 181, qui est la première apparition officielle de Wolverine, hein, et puis sur la caisse il y a marqué 1974, c'est l'année de sa première apparition, et puis le nom du bar, hein, qui est un bar qui a été inventé par Chris Claremont à Madripoor, et alors là c'est le champ des possibles qui explose, hein. On espère évidemment, ça serait merveilleux, un jeu en open world, un petit peu comme le Spider-Man, sur l'île de Madripoor. Et le seul petit détail qui serait un petit peu dommage, c'est que ça reste quand même une île sur laquelle le personnage de Wolverine s'est réinventé sous une autre identité, Patch le Borgne, avec 1 degré de violence supplémentaire, puisqu'il se battait contre des mafieux et il faisait des choses qu'il ne pouvait pas forcément se permettre de faire quand il était en société avec les X-Men, civilisé. Mais c'est pas grand chose, puisqu'on sait de toute façon que dans ce genre de jeu, il y a toujours autant d'habits que dans un H&M, donc je vous laisse me dire dans les commentaires qui est partant pour ce jeu qui a l'air tranchant. La Saint-Batman. Ce samedi, c'est le fameux Batman Day, même si pour le coup, on ne peut pas vraiment reprocher à DC de ne fêter son Batman qu'une seule fois par an, en lui offrant un bouquet de chauves-souris séchées, et puis de l'oublier tout le restant de l'année. Vous le savez, avec Monolith, avec la Warner, on travaille toujours sur le projet de jeu de rôle Batman, et on va en profiter pour vous donner quelques news, puisque ça a été un petit peu décalé. Maillard va d'ailleurs faire une session jeu de rôle avec plusieurs joueurs, notamment Petulia et le Captain Popcorn. Du côté des States, ils vont carrément faire tout un mois d'ici. Ça commence avec un podcast, un Batman The Audio Adventures, avec Jeffrey Wright qui incarnera le justicier masqué. Lui, il lui manque plus que Poison Ivy et il aura incarné tout l'univers d'ici. Il y aura Rosario Dawson aussi qui incarnera Catwoman, et on nous promet un mélange entre l'atmosphère de la série animée de 1992 et puis le côté un petit peu amusant de la série des années 60, hein, donc un plat salé-sucré a priori. Côté comics, on s'apprête à célébrer l'influence de Batman, hein, de l'icône sur la pop culture internationale avec
une anthologie qui s'intitule Batman The World, hein, donc l'histoire américaine sera écrite par Brian Azzarello, dessinée par Liber Mejo, et pour chaque pays, il y aura des artistes locaux qui vont contribuer. Donc en France, c'est Mathieu Gabella au scénario et Thierry Martin au dessin, et c'est d'ailleurs, je vous l'annonce, avec Thierry Martin que je ferai ma conférence dessinée sur Wonder Woman à Bourges. C'est le premier week-end d'octobre et je suis totalement bouillant. Hein. Côté jeux vidéo, ils vont réimprimer la comics qui fait sensation, qui va sortir chez nous en France, chez Urban, le Batman Fortnite. Et puis on aura droit aux aventures de la team eSport FaZe qui vont croiser, ils auront la chance de croiser Batman dans un comics, plusieurs même. En France, dans le plus grand jouet club de Paris, il y a la Batmobile qui sera installée. Apparemment, on peut la visiter, faire des photos. Il y a des séances de dédicaces, hein, puisque Urban organise son opération classique où ils vont offrir en noir et blanc le comics Batman, le duel, pour 2 comics Batman achetés. Et puis Thierry Martin et Mathieu Gabella seront au Louvre pour une séance de dédicace, rien que ça. Alors là, je suis vraiment content parce que la pop culture rentre dans les endroits de culture, de haute culture, hein, comme on dit, mais c'est la preuve que ça en est aussi, hein, puisqu'en plus une partie de leur histoire se passe au Louvre, d'où la thématique. Il y a plein de petits événements partout en France, je vous conseille d'appeler vos libraires pour savoir ce qu'ils font, ils le valent bien. Des maths sans limite. Un des enjeux modernes pour les maisons d'édition, c'est de s'habituer au changement d'habitude de leur lectorat, et notamment les comics dématérialisés, hein, les comics numériques, hein, c'est le cas de DC, hein, on avait vu dans l'interview qu'avaient donné Jim Lee et Daniel Cherry, le président de DC à The Hollywood Reporter, ils disaient que c'était l'un des enjeux et ils ont concrétisé ça en faisant un partenariat avec l'application Webtoons, donc qui fait que des comics dématérialisés. Donc on a le premier qui est sorti, Batman The Wayne Family's Adventures, qui est plutôt destiné à un jeune lectorat et qui montre des tranches de vie de la famille Wayne quand elle ne combat pas le crime. Puis là, c'est au tour de Marvel d'annoncer une refonte de son application bibliothèque, en gros un Marvel Unlimited, et d'annoncer plusieurs titres exclusivement réservés au marché numérique. Ce sont des titres adaptés au support, donc plutôt propices au scroll vertical plutôt qu'à tourner les pages de manière horizontale. Vous avez Jonathan Hickman et Declan Shalvey qui s'occupent de raconter des histoires des X-Men. Alors au début, c'est vraiment que du Wolverine qui va aller dans l'espace secourir des mutants enlevés par des agents de l'AIM. C'est vraiment, j'ai vraiment aimé. Il y a aussi du Little Marvel par Scotty Young et Drax Gordon. C'est pas fou, mais ceux qui aiment bien l'univers kifferont. Il y a une série sur Jeff, le requin qui peut marcher sur Terre, hein, par Kelly Thompson et l'artiste Guru Hiru. Hein. Kelly Thompson a l'air de beaucoup aimer le personnage, qu'elle a rapatrié de la série Gwenpool vers sa nouvelle série Deadpool qui s'est arrêtée. Donc là, c'est une manière de continuer. J'aime beaucoup les dessins, c'est très sympa, c'est un petit peu des strips humoristiques. Hein. Ça casse pas 3 pattes à un requin, mais ça reste tout à fait sympathique. Alyssa Wong et Nathan Stockman s'occupent de raconter une mini-série en 4 épisodes, hein, de Shang-Chi, hein, sur fond d'empoisonnement qui vous transforme en arbre. Hein. À mon avis, c'est Groot qui a dû se sentir un petit peu seul. Mark Russell, Anne Molina et Irma Knivila racontent une histoire entre Œil de Faucon et Natasha Romanoff, Black Widow, hein, qui va faire une mission un petit peu plus personnelle. Et puis peut-être un de mes préférés, ça reste le prélude au Amazing Fantasy, la future série de Kerr Andrews, qui là s'occupe de Wolverine aussi, évidemment. Il y a aussi un Captain America de Jay Edidin et de Nico Leon, une série mais très adolescente, hein, sur Mary Jane qui est amoureuse de Spider-Man, et justement un truc qui a l'air un petit peu plus recyclé sur les origines, les primers, donc qu'ils appellent Marvel, de Spider-Man. Ils promettent des nouvelles sorties de comics numériques toutes les semaines et on verra si ça peut être adapté au lectorat français avec pourquoi pas un partenariat entre Panini et une application de lecture en ligne. Et puis si jamais à plus long terme en VO, hein, ça sortira en papier, même s'il faudra peut-être surpasser quelques contraintes de forme. Et c'est l'occasion de rappeler, avant que l'espace commentaire ça devienne un vrai Victoria's Secret rempli de nichons, hein, que Stan Lee n'a probablement jamais comparé les comics avec des seins, hein, qu'il trouvait bien beaux sur l'ordinateur mais qu'il préférait tenir entre ses mains. Non, hein, il a toujours dit au contraire que les comics numériques étaient un bon moyen de toucher un lectorat plus large, un bon moyen d'innover, et que si l'essence du comics, donc le floppy 24 pages, ne disparaîtrait probablement jamais, eh bien c'était cool de voir le Turbo Média et de nouvelles techniques s'emparer des comics et des super-héros, et que ça voulait dire que les super-héros et les comics étaient absolument partout. Il a raison. Envoie le bois. Et puis en ce qui concerne les news comics purs, hein, je sais pas qui c'est qui a touché du bois, mais une excellente nouvelle, un triple M, Monsieur Mike Mignola redessine et rescénarise un comics, le premier depuis Hellboy in Hell. Et c'est pour raconter une histoire sur Edward Grey, l'enquêteur paranormal du 19e, en gros, qu'on avait vu pour la dernière fois donner un gros coup de main à Hellboy dans BPRD de Devil You Know. Puis l'artiste fait feu du meilleur des bois, hein, puisqu'on continue, et il annonce qu'il va produire une série d'illustrations pour le livre
Pinocchio de Collodi, hein, donc ça sera pour l'éditeur Beehive, et il dit que c'est tout à fait logique puisque c'est un de ses 2 livres véritablement fondateurs dans sa jeunesse et dans sa façon d'écrire avec Dracula de Bram Stoker, et moi je trouve ça tout à fait logique puisque moi aussi j'ai le petit bout qui grandit dès que je lis du Mignola. Et puis vous le savez, la plateforme de newsletter payante, un petit peu comme Patreon, là c'est Substack, développe son offre et propose des beaux chèques à plusieurs artistes comics pour qu'ils développent des comics chez eux. On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars et c'est offert, c'est pas une avance sur droit, hein. C'est Kelly sous Déconique qui disait avoir reçu l'offre, y réfléchir, mais elle disait que c'était clairement l'un des meilleurs contrats proposés dans toute l'industrie du comic book, et ça vient pas d'une maison d'édition de comics, ça fait un petit peu mal au cul mais c'est comme ça. Et puis il y a un duo emblématique des comics, Ed Brubaker et Sean Phillips, Sleepers, Criminal, Reckless et j'en passe, hein, qui dit avoir décliné l'offre. Ed Brubaker l'explique dans sa newsletter gratuite, hein, pour le coup. Il dit qu'il ne trouve pas ça si disruptif que ça, même si pour certains artistes être bien payés pour leur travail et pas en avance sur droit mais en offre, en salaire tout simplement, hein, bah, c'est disruptif. Il dit que c'est une plateforme intéressante, un petit peu comme Kickstarter et tout le reste, mais qu'elle n'est pas forcément révolutionnaire puisqu'elle est faite pour intéresser au maximum, tout au plus, quelques milliers de lecteurs hardcore d'un artiste, d'un scénariste qui vont vouloir avoir accès aux comics en avant-première et aux coulisses de fabrication de ce comic book, mais les autres, puisque le deal prévoit qu'ils puissent imprimer leurs comics chez un éditeur indépendant de type Image Comics et le fournir à tous les comic shops des États-Unis, eh bien c'est tout à fait normal. C'est une sorte d'offre VIP, mais lui il dit qu'il vit déjà son rêve dans l'industrie du comic book, il a le contrôle total sur ses propriétés intellectuelles, il peut parler à des dizaines de milliers de personnes qui vont, comme moi, hein, se jeter sur n'importe quel comics qu'ils feront. Peppa Pig par Ed Brubaker, j'achète. Il déclare que pour les artistes, sinon c'est juste se rajouter encore plus de travail, sauf pour James Tynion Force qui a quitté Batman, chose que pouvaient dire avant lui seulement ses ex et ses parents. Lisez, 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 vous l'avez vu cette semaine, Wolverine a clairement la cote, et donc ça m'a donné envie de lire ce livre, là, le Wolverine Black, White and Blood, que Panini m'a envoyé, en grand format, qui laisse bien respirer l'art, même si toutes les histoires ne sont pas forcément propices, et ben, je me suis bien amusé. C'est un format anthologie, donc il y a plein de petites histoires à picorer comme des biscuits apéro, hein. Moi je me suis régalé niveau rétine avec celle qui est dessinée par Adam Kubert. Fond et forme, j'ai vraiment aimé celle de John Ridley et de Jorge Fornes, hein, forcément. J'ai beaucoup aimé celle de Chris Claremont et Salvador Larroca aussi, qui nous ramène à Madripoor avec le Borgne, un patch, et un petit peu déçu sur celle de Donny Cates et de Chris Bachalo. J'ai toujours beaucoup aimé le format court, et je pense que c'est un très très bon exercice d'écriture, de dessin aussi, hein, notamment ben, le format le plus pur entre guillemets, c'est le strip en 3 cases, hein, mais là vous avez des très bonnes histoires, même si des histoires courtes, évidemment pour le Nabo c'est tout à fait conseillé, mais on prend le risque, vu que le personnage est devenu emblématique, d'être un petit peu dans le cliché. En plus les formats courts c'est plus facile à lire quand on a pas mal de taf, comme c'est le cas pour moi en ce moment. D'ailleurs l'un des fruits de ce travail est arrivé, puisque la campagne pour No One's Rose, dont j'ai le bonheur de signer la traduction, a été lancée par Comics Initiative. C'est dessiné par Alberto Jiménez Albuquerque, c'est scénarisé par Zach Thompson et Emily Horn. Ça parle de fin du monde entre guillemets, hein, pour nous en tout cas, hein, de fin de l'humanité, puisqu'on ne vit plus que dans une espèce de grande ville, dans une bulle entretenue par un seul gros arbre, et on va y découvrir des intrigues. C'est assez intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai, je vous mets le lien dans la description si vous voulez, hein. Je suis pas intéressé sur la traduction, donc qu'ils en vendent un ou 10 000, je suis payé pareil, mais j'espère qu'ils en vendront 10 000. Je vous laisse me dire ce que vous lisez, hein, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à mettre des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, hein. J'espère que tout se passe bien pour vous en cette rentrée. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous, sur les réseaux sociaux aussi, où c'est là que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté totale, hein. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Le prochain Venom dure 1h30, le prochain James Bond dure 3h, ce qui veut dire qu'on peut rentrer 2 Venom dans un seul James Bond, hein, et ça, c'est une épreuve à laquelle le 007 n'est pas prêt. D'ailleurs, tous les fans de hentai sont en sueur, hein, mais ça c'est depuis qu'ils ont vu le logo de Spectre.